Donc bonjour, j'ai à peu près 45 minutes pour vous dire que la sécurité des systèmes informatiques, c'est la dynamite. Bon, pour faire rapide, c'est une présentation qui avait été faite au départ pour le club des directeurs de sécurité d'entreprise, qui sont des gens qui ne sont pas forcément informaticiens, qui ne font pas de sécu industrielle, pour leur expliquer quels étaient les enjeux, le vocabulaire. Et je l'ai un peu retargeté aujourd'hui pour des choses qui me semblaient plus intéressantes pour le public de l'OSIR, sur ce que nous, on a pu voir en termes de développement des systèmes industriels et surtout ce qui est présenté aux entreprises comme le futur de leur système industriel. Donc je vais passer assez rapidement sur les bases. Alors, le terme le plus couramment rencontré, c'est SCADA. Aujourd'hui, il a remplacé tous les autres, en particulier pour les gens qui ne viennent pas du monde de l'industrie. En fait, dans le monde de l'industrie, il y a eu une progression. Les SCADA, c'était les systèmes qui permettaient la visualisation. On a parlé de distributed control system. À partir du moment où on a décentralisé les systèmes de contrôle industriel, le terme formel général, ça devrait être ICS. Mais un peu comme le cyber, la propagande prend la place du discours des spécialistes. C'est aussi le signe que le public s'étend. Pardon? GTB, c'est gestion technique des bâtiments. Oui, c'est un cadre particulier. Alors, on a énormément de référentiels, et en particulier, on a des référentiels dans tous les secteurs où il a été considéré assez tôt que les risques sur les systèmes informatiques industriels étaient existants. Donc, on a cumulé pas mal. Et il y a une littérature qui est surabondante. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas un référentiel dont on puisse dire qu'il est meilleur que les autres ou plus large, etc. Ils sont très orientés dans des gammes de métiers où ils ont des vocations abstraites, mais dans ce cas-là, ils donnent peu de concret et ils ont finalement peu de succès. À la limite, dans le monde de l'informatique classique, on a la 27001 qui domine, sur laquelle on peut construire des choses. Bien, il y a des déclinaisons, mais aujourd'hui, c'est ce qui domine. Dans le monde industriel, on a une quantité phénoménale de textes de référence. Et il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de texte référent. Si vous faites de la fabrication, je ne sais pas, d'appareils, de boîtes de télé et vidéo, etc., eh bien, il n'y a pas de référence de sécurité informatique dans votre domaine. C'est à vous de choisir ce que vous allez faire. On a une évolution qui a été drastique, donc ça s'est fait à des rythmes différents suivant les secteurs, mais globalement, initialement, on a commencé par mettre des contrôleurs et des PC pour contrôler les contrôleurs au pied d'appareils. Et ce qui dominait initialement, c'était du port série, c'était du contrôle assez simple avec un PC, chacun connecté au pied d'un appareil. Il y avait des réseaux locaux industriels, c'était quand même relativement rare. Il y a des secteurs dans lesquels ça s'est fait précocement, mais dans la plupart des cas, non. Des réseaux étendus industriels, eh bien, il y en a eu quand vous étiez peut-être opérateur ferroviaire ou des choses comme ça, mais globalement, c'était une exception. L'accès distance standard des années, parce qu'on parle des années 80 ou des années 90, c'est le modem. Je téléphone à mon équipement industriel distant, et c'est ce que tout le monde a vu dans Wargame. Hein, si on veut l'attaquer, on fait du scan de numéro de téléphone, ça répond, chouette, qu'est-ce qui répond? C'est un fax, c'est pas intéressant, bref. Aujourd'hui, on a des évolutions qui sont dans tous les domaines à peu près les mêmes. Donc il y a une vraie convergence. On a une standardisation. Donc on est passé avec initialement des systèmes qui étaient du DOS. Il y a eu pas mal de temps un succès avec des stations Sun. D'ailleurs, on en trouve encore aujourd'hui, des stations Solaris avec le bug Telnet route à distance dans les systèmes industriels, il y en a encore en 2016. Mais aujourd'hui, tout le monde va sous Windows, beaucoup de Windows XP. Les protocoles qu'on rencontre, c'est soit des protocoles directement portés sur Ethernet au lieu des différents standards contre à l'époque. Alors, il y a différentes variantes d'Ethernet qui ont été fiabilisées pour le monde industriel, mais globalement, on retombe sur de l'Ethernet. Le protocole le plus couramment rencontré en compatibilité, en tout cas, c'est Modbus. Modbus, c'était un protocole qui a été inventé pour le monde série, qui a été porté sur TCP, enfin TCP-UDP, mais en général sur TCP. On peut faire du Modbus sur Ethernet aussi, ça se trouve dans certains endroits. Des protocoles un petit peu plus évolués comme DNP3 se rencontrent, et puis c'est du réseau TCP/IP comme partout. Alors évidemment, la perception qu'on avait du risque dans ces cadres-là, où de toute façon, quelqu'un qui accédait au PC, il pouvait balancer une barre de ferraille sur la chaîne de production ou faire un sabotage physique, à quelque chose qui est très entendu, elle devrait évoluer. On voit qu'il y a un rattrapage, mais aujourd'hui, elle n'est pas connexe entre l'évolution technique et l'évolution des perceptions. En termes de connectivité, là aussi, la généralisation des réseaux à grande distance fait qu'aujourd'hui, on va traverser l'Internet pour accéder à des systèmes industriels. Pourquoi on traverse l'Internet? Parce que si vous prenez une ligne spécialisée, ça coûte plusieurs milliers d'euros par mois. Si vous prenez du MPLS, c'est un petit peu moins cher, mais bon, ça reste cher. Si vous prenez une ligne free à 30 euros, eh bien, ça coûte vraiment pas cher. Donc, il y a beaucoup de systèmes qui sont raccordés à travers Internet. Alors, quand c'est fait correctement, il y a des VPN.
Et sinon, vous utilisez Shodan, qui est un moteur de recherche industriel, et vous tombez sur tout un tas de systèmes rigolos. Alors, il y a aussi tout un cadre de systèmes étendus où on a des capteurs à gauche à droite du territoire, et ils vont être peu protégés physiquement. Donc, c'est ce qu'on va trouver tout le long des réseaux, que ce soit des réseaux électriques, des réseaux de transport de pipeline, des réseaux ferroviaires. C'est des petits shelters, des abris, dans lesquels il y a un ou deux automates qui sont reliés à un réseau central. Et puis sinon, on a même des fois des capteurs directement dans les boîtiers en extérieur. Quand on ouvre un catalogue de systèmes informatiques industriels, il y a tout un tas d'appareils qui sont prévus pour être exposés directement aux éléments. Alors c'est intéressant parce qu'ils sont raccordés au réseau, mais ils ne sont pas protégés physiquement, ou peu protégés physiquement. Alors tout en bas de notre chaîne de réseau industriel, on a des actionneurs et des automates. L'actionneur, c'est une pompe, c'est un système mécanique, c'est tout un tas de choses. Et puis l'automate, c'est ce qu'il contrôle. Alors on a une quantité phénoménale de fabricants d'automates. Les plus communs, on les a mis là, sont les plus gros. Mais il y a des milliers de fabricants d'automates d'un peu partout, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un automate? C'est un micro-ordinateur sur lequel on a des sorties avec des tensions variables et qui supporte un langage de programmation destiné à la programmation des process industriels, qui va dire voilà les états successifs, si ce capteur s'active, voilà le truc dans lequel passer, et ainsi de suite, et qui va contrôler l'actionneur. Alors ces automates, on va les trouver sous différents noms. En français, on parle d'API, le terme est un peu trompeur pour ceux qui viennent d'informatique classique. Le terme qu'on retrouve un peu partout, c'est PLC, parce que c'est le terme en anglais. On va avoir des éléments avec lesquels interagissent les gens. Alors là aussi, on trouve, suivant le cadre, des éléments qui sont intégrés, qui sont simplifiés, avec des IHM qui permettent d'actionner directement quelque chose. Et donc, il va y avoir un bouton, un ou deux indicateurs, et on va pouvoir agir directement sur l'état de l'automate. Et puis, ce qui se répand quand même sont des IHM sur PC, donc avec des interfaces graphiques qui sont dessinées, assemblées, et qui permettent de visualiser l'état d'un ou de plusieurs automates et de communiquer avec, en lui envoyant un signal, en lui disant passe dans tel état. Généralement, les logiciels d'IHM aujourd'hui sont des logiciels qui sont à la fois des logiciels de développement et des logiciels d'exécution où on change l'état en rentrant une licence différente. Donc on a un PC qui permet directement de passer l'un à l'autre assez fréquemment. Alors on a une architecture par couche qui est issue de l'ISA 95, c'est un petit peu comme l'architecture des couches OSI. Plus grand monde utilise du réseau OSI, mais tout le monde a appris ces couches du réseau OSI et elles servent un petit peu de référence conceptuelle. Là c'est pareil. J'ai jamais vu une installation industrielle qui respecte proprement les couches de l'ISA 95, mais au moins ça permet d'avoir une structuration qui va du processus avec son automate raccordé aux actionneurs, et puis on va avoir au-dessus des systèmes de contrôle direct, encore au-dessus le pilotage opérationnel, des zones d'échange, tout ce qui est pilotage de l'usine à l'échelle un petit peu macro, et puis le système d'information de l'entreprise. Alors évidemment, dans le modèle de l'ISA, on met des filtrages entre chaque couche. La réalité est un petit peu plus folklorique. Et encore là, ce n'est pas catastrophique. Là, il y a au moins des firewalls entre différentes couches. Ce n'est pas souvent le cas. Il y a beaucoup d'accès extérieur. Pourquoi ? Parce que la plupart des installations industrielles ont des contraintes de maintenance très importantes. Et donc, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit un spécialiste qui intervienne. Les spécialistes ne sont pas toujours sur site, voire même ont tendance à être dans des sociétés spécialisées dans la maintenance, et donc on a des gens qui se connectent. On va avoir des astreintes à l'intérieur de l'entreprise. Là aussi, c'est rare d'avoir un automaticien qui s'occupe d'un seul système sur un seul site. Il a souvent plusieurs sites, il va se déplacer. Bonus astreinte, quand c'est quelqu'un qui vient se connecter directement sur votre réseau, souvent c'est quelqu'un qui est itinérant, qui va avoir le même ordinateur portable un petit peu partout. Donc le soir à l'hôtel, il regardera ce qu'il regardera sur Internet sur son ordinateur portable, et le matin, il sera connecté sur votre système industriel. Élément qu'on retrouve assez couramment et qui est assez important quand on va réfléchir à la communication entre zones, c'est l'historian. Donc l'historian, c'est un petit peu l'équivalent d'un serveur de log, mais pour tous les événements du réseau industriel. Donc il reçoit les événements applicatifs, les événements métiers, et il va pouvoir savoir combien d'unités sont sorties ou combien de changements d'état a fait un PLC, et ainsi de suite. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est que les produits qui font Historian supportent plusieurs protocoles. Donc ils peuvent recevoir dans le protocole du PLC et vous ressortir des fichiers de batch en XML ou vous envoyer en FTP quelque chose, enfin faire des choses un peu plus sophistiquées. Donc c'est des éléments qui sont intéressants.
On va avoir un réseau bureautique, parce que sur tous les sites d'une usine ou d'une installation industrielle, il y a de la bureautique à gérer. Il y a des choses aussi bêtes que gérer de la RH, des choses comme ça. Et puis, on peut avoir des bus de terrain avec directement plusieurs automates, des choses connectées avec des réseaux plus ou moins étendus. Ce n'est pas inhabituel, par exemple, sur des sites industriels étendus, d'avoir des ressorties sur de la série, voire de l'ADSL local sur le site, pour aller sur quelque chose qui est à, je sais pas, 500 mètres, 1000 mètres plus loin sur le site. Ce qu'on rencontre de temps en temps aussi, c'est le réseau industriel, qui est sur plusieurs parcs plus ou moins étendus, et d'avoir tiré sur le réseau industriel des extensions à travers le réseau public, à travers Internet, pour raccorder quelque chose qui est à 2 rues plus loin. Alors les menaces, c'est la partie où on fait peur pour vendre de la sécurité. Je l'ai gardé au plus court, j'ai gardé que 3 cas qui me semblent intéressants. Ça, c'est ce que, quand on parle à les gens qui font de la sécurité industrielle, c'est ce qui arrive tout le temps. C'est des virus qui se propagent de façon plus ou moins maîtrisée, qui causent des dysfonctionnements. Alors ça, c'est le cas au pire, hein, puisque c'est un fabricant industriel d'automobiles américain qui a vu quasiment tous ses sites contaminés. Et donc, tous les sites ont dû s'arrêter, puisque toutes les usines ont été impactées les unes derrière les autres. Ça ne les a pas beaucoup fait rigoler. Mais ce n'est pas inhabituel de dire, bah oui, nous, en fait, c'est endémique. Sur le réseau industriel, on a tout le temps des virus, mais on marche comme ça. Ce qui prouve que ça arrive à fonctionner avec aussi. Cas un petit peu intéressant, bien qu'encore un peu mystérieux, c'est une attaque sur un haut fourneau allemand. Alors c'est quelque chose qui a été documenté par l'équivalent allemand de l'ANSSI, qui est intéressant parce qu'on pense que c'est quelque chose qui risque de se développer du fait du succès phénoménal économiquement des cryptolockers. Eh bien, ce qu'on interprète de ce qui a été rendu, parce que c'est assez court, hein, vous avez le lien si vous voulez aller voir, ce que vous disent les Allemands, c'est qu'il y a des gens qui ont attaqué un haut fourneau, qui connaissaient bien l'aspect métier et qui connaissaient bien l'informatique, qui avaient des visées criminelles et qui voulaient gagner de l'argent et qui ont tout cassé. Évidemment, si on veut faire des dégâts sur un processus industriel qui manipule du métal en fusion, le plus simple, c'est de tout arrêter, hein. Quand le métal refroidit, c'est un peu embêtant à remettre en marche. Ce qui est intéressant, c'est que c'est probablement un des premiers exemples connus de chantage. Et c'est quelque chose qu'on risque de voir arriver parce que ça sera rentable. Une installation industrielle dont on vous dit je l'arrête demain et il va falloir 3 semaines pour tout redémarrer, ou il y en a pour 50 millions de machines à changer, forcément vous serez enclin à payer 50 000 € en bitcoin. Donc il y a d'assez fortes chances que ce genre de choses se développent. Et nous, ce que l'on peut observer, c'est que si déjà n'importe quel virus qui est détecté par les antivirus actuels se balade sur beaucoup de réseaux industriels, je vous laisse imaginer des criminels qui seraient compétents, qui seraient motivés et qui chercheraient à faire ce genre d'argent. Et du tout récent, alors c'est le cadre, c'est celui dont tout le monde parle, c'est du sabotage étatique. Aujourd'hui, on sait assez peu de choses, donc je serai relativement plus prudent. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et peu qui ont des informations. Ce que l'on a initialement, c'est EZ, éditeur d'antivirus, qui en a parlé le premier. C'est eSite qui a sorti le premier une étude qui a attribué, donc il y a eu des coupures de courant le 23 décembre et quelques-unes qui ont suivi en Ukraine. Plusieurs opérateurs de réseaux électriques ont été touchés. Il semblerait que simultanément, il y a eu un déni de service sur les hotlines téléphoniques de ces opérateurs de réseaux électriques. La seule chose qui a été vraiment détaillée à ce jour, c'est le moyen par lequel il y a eu des prises de contrôle de postes informatiques. C'est à travers un malware russe assez connu, Black Energy, c'est la version 3. Et les attaquants ont fait le ménage derrière eux avec un des composants qui s'appelle KillDisk, dont le nom dit tout, qui efface les données. Et du coup, on ne sait pas encore, est-ce que c'est un délai parce qu'il y a peu de traces qui ont été recueillies ou est-ce que c'est un délai parce qu'il y a de la maîtrise de l'information, on ne sait pas trop. Mais il semblerait quand même que tout le monde et un certain nombre d'acteurs cohérents, en particulier les gens du SANS, et se soient vus présenter des éléments qui confortent le fait que ce soit une attaque d'un acteur compétent, organisé. Et évidemment, pour les Ukrainiens, il n'y a aucun doute, c'est les Russes. Donc, on ne sait pas, en fait, à quel point les choses sont crédibles. Je suis d'autant plus prudent qu'il y a 2 ans, j'ai présenté un exemple qui était faux à l'OCIR, qui était l'attaque sur le pipeline BTC, qui avait été repris par Bloomberg et ainsi de suite, et qui en fait était de la pure propagande. Donc, soyez prudents. Maintenant, je le suis, je me suis brûlé une fois. Oui, alors ce qui est
Aujourd'hui, ce qui est repris en tout cas de nous, des sources que l'on a, on n'a pas de sources privilégiées avec les Ukrainiens, avec l'OTAN ou avec qui que ce soit d'autre, c'est qu'il y a eu effectivement des gens qui sont intervenus physiquement sur des équipements, qu'il y a eu une composante informatique sur de l'industriel, qu'il y a eu une composante informatique sur des PC bureautiques qui seraient sans doute des voies d'entrée, et qu'il y a eu de l'effacement de traces, et qu'il y a eu un déni de service sur les lignes téléphoniques des gens. Bon, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu les coupures de courant à grande échelle, et que beaucoup de gens crédibles partent d'une attaque. Ce qui est intéressant aussi, c'est assez caractéristique de ce qui est prêté aux Russes, c'est qu'il y a énormément de doutes derrière sur qui, est-ce que c'est vraiment étatique ou pas, est-ce que c'est des acteurs payés, est-ce que c'est des acteurs sympathisants. On le saura probablement, si ce n'est jamais, en tout cas que dans beaucoup de temps. Aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments qui montrent que la partie informatique a réellement causé l'arrêt de gens. Non. Non, non. Aujourd'hui, les gens sérieux vous disent ce qui a causé les arrêts, on ne sait pas, et il y a probablement une composante informatique de l'attaque industrielle. Il n'y a pas de certitude sur le sujet. Je l'ai pris parce que de toute façon, c'est intéressant pour une chose, c'est intéressant sur le fait qu'on a d'énormes problèmes à savoir exactement ce qui s'est passé sur ce genre d'attaque. L'autre élément, c'est que finalement, ça s'est traduit par une coupure de courant dans un pays qui a quand même déjà des problèmes sur son infrastructure. C'est pas terriblement handicapant. Par contre, si ça durait, ça le serait. Alors, on voit, je m'aventure un petit peu à lire dans le cristal, mais il y a des choses sur lesquelles on est à peu près certain. Le non ciblé, aujourd'hui, c'est permanent et on n'arrive pas à s'en débarrasser dans le monde industriel. Donc les virus, le classique virus qui, dans le monde bureautique, ne devrait plus s'étendre indéfiniment parce qu'il est même connu par tous les antivirus, c'est-à-dire s'il est pourri, eh bien, se propage assez bien dans les réseaux bureautiques. Les attaques criminelles sont plutôt probables, d'abord parce que c'est facile, et ensuite parce qu'il y a des possibilités d'impact significatives. Le meilleur exemple, même si ce n'était pas directement sur du SCADA, c'est sur Aramco, où l'entreprise producteur de pétrole saoudien, plus gros au monde, qui pendant 3 semaines a été paralysée. Si l'ampleur de l'impact sur la production de pétrole et a priori l'État saoudien a déstocké du pétrole avait été connue à ce moment-là, il y aurait eu des variations de cours à l'échelle mondiale. Ce qui est criminel en termes de prise d'otage, c'est aussi quelque chose dont on pense que ça marche très très bien parce que le succès des cryptolockers a été phénoménal. Et que donc c'est un modèle qui, on le voit, il est décliné de toutes les façons possibles. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Après, on rentre dans le purement spéculatif et en plus dans ce qui est de l'ordre de la fiction médiatique. Un cryptolocker, c'est principalement quelque chose qui va chiffrer des documents bureautiques. Oui. En quoi est-ce que tu arrêtes une usine parce que tu chiffres des documents bureautiques? Non, non, ce n'est pas le côté crypto du cryptolocker. Ce qui est intéressant, c'est la prise d'otage du système d'information. Si j'arrête vos PC, vous en rachetez. Si j'arrête vos données, vous êtes embêté. Sur une usine, j'arrête vos automates, vous êtes très embêté. C'est le rançonnage qui est intéressant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens arrivent à se faire payer sans se faire prendre. Donc, surtout sur des sommes de quelques dizaines de milliers d'euros ou de dollars, ça marche bien. Le gouvernemental, aujourd'hui, le seul exemple vraiment documenté et étudié, c'est Stuxnet, donc attaque américaine sur l'enrichissement d'uranium iranien. Ce qui est certain, c'est que tout le monde s'en dote. À quel point c'est déjà utilisé, on le sait peu. Est-ce que l'attaque sur les Ukrainiens était un exemple? On ne sait pas. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas très différent de ce qu'on sait faire avec des saboteurs, des forces spéciales, envoyer des gens faire péter un tuyau. Si je veux couper de l'Internet, est-ce que j'ai pas plus vite d'aller mettre un pan de plastique chez Telehouse? Donc, c'est pas forcément... et sur un site industriel, est-ce que je peux pas envoyer des gens prendre une voiture et aller poser des explosifs? Bon, il y en a qui ont essayé il n'y a pas très très longtemps. Ce qui est différent, c'est que c'est moins coûteux, c'est plus difficile à attribuer, on ne se fait pas prendre, ou on essaie de ne pas se faire prendre. Donc il y a des aspects intéressants. C'était l'item numéro 2, je crois, du plus utilisé par les secrétaires de la défense américains dans la présentation précédente. Le cyberterrorisme. D'abord, on ne sait pas. Nous, HSC, on fait de la sécurité pour les gens du privé, on n'a pas d'accès aux sources d'informations gouvernementales. Les informations les plus alarmantes viennent du département of Homeland Security américain qui dit oui, les gens dans la mouvance Daesh font des tentatives d'intrusion sur la grille électrique américaine, avant de rajouter mais ils sont très très nuls. Comme c'est les mêmes qui nous ont dit les Chinois ont totalement pris possession de la grille électrique américaine. Et la Californie n'a pas
Et ils n'ont pas besoin de Daesh, voire même les Américains ont créé Enron qui arrivait très bien à le faire. Alors le problème, c'est que autant mettre en panne un système industriel, ce n'est pas forcément très compliqué, autant provoquer une catastrophe spectaculaire, ce qui est quand même l'intérêt du terrorisme, bah, ça nécessite de bien connaître le système. Si vous avez une usine, elle a quand même été prévue depuis des années, et dans le monde industriel, ils sont très bons là-dessus, pour avoir des sûretés de fonctionnement, pour avoir des marges de fonctionnement et d'arrêt. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que si on perd la supervision, si on perd l'informatique, on arrête. Et aujourd'hui, on arrête en plus parce qu'on a de moins en moins de personnel et de moins en moins de capacité à faire fonctionner sans les ordinateurs. Pour faire péter quelque chose, ça va nécessiter de bien connaître, donc peut-être quelqu'un qui connaîtrait la composante métier, un insider, etc. Ce n'est pas impossible. Comme de toute façon, les médias et les politiques sont obsédés par le cyberterrorisme, eh bien, tôt ou tard, les gens vont essayer, et tôt ou tard, quelqu'un va réussir à faire quelque chose. Mais autant sur les deux premières parties, on est de certains à quasi certains, à bah oui, ça va se produire, de toute façon, ça se produit déjà. Là, on est vraiment dans tôt ou tard, ça arrivera à quelqu'un, mais nous, on n'a pas d'informations qui permettent de dire que ce soit très probable. C'est quand même attractif parce que bah, c'est la même chose, ça ne nécessite pas que l'attaquant se kamikaze pour faire ce genre de choses. Bon, il y a quand même des problèmes à revendiquer aussi. Attester que c'est bien nous qui avons fait péter le truc. Ah non, c'était un accident métier, c'est pas évident. Alors la partie qui me semble la moins répétée, parce que ce que j'ai dit jusqu'à présent, finalement, ça a déjà été dit. Mon collègue qui avait fait Scadastrophe il y a quelques années, finalement, aurait pu dire à peu près les mêmes choses. Ce que j'ai trouvé intéressant d'aborder spécifiquement, c'est ce que l'on voit qui est proposé aux directions d'entreprise en termes d'évolution des SI industriels. Alors c'est simple, pour les entreprises, c'est moins de monde. Aujourd'hui, quand vous rentrez dans une usine, ce n'est pas inhabituel d'avoir un hangar énorme avec des machines dans tous les sens et 2 personnes. Donc plus d'automatisation. Toutes les fonctions de support, elles ont été dupliquées dans le passé, elles tendent à être factorisées finalement, puisque c'est le même routeur et le même switch qui est pour la bureautique et pour l'industriel, on va utiliser les mêmes personnes. On a des accès aux données diagnostiques partout. Alors j'ai rajouté réalité augmentée parce que j'ai vu une démonstration tout à fait spectaculaire de Virtual X-Ray où les gens arrivent avec des tablettes, y compris l'extérieur, ils se connectent au Wi-Fi et ils passent au-dessus et ils voient, bah tiens, ça c'est les pièces, c'est le suivi, etc. Ce genre de truc se répand, et en particulier sur les maintenances, ce qui veut dire des accès Wi-Fi dans tous les sens, des extérieurs qui viennent sur le site, qui voient au truc, c'est pas mal. Beaucoup de terminaux portables. Donc beaucoup de communication à configurer correctement, à attribuer, enfin, c'est pas évident. Il y a une recherche d'optimisation. On parlait du big data. Il y a une grosse tendance dans le monde industriel à rechercher à tirer des profits en optimisant, en détectant les problèmes qui sont déjà faits. En plus, les statistiques dans le monde industriel, c'est quand même pas une culture récente. Donc il y a un gros développement là-dessus. Et la volonté d'avoir des boucles de reporting de plus en plus courtes. L'idéal étant de savoir quand une pièce sort d'une chaîne de fabrication ou quand un certain volume sort d'un raffinage, d'un truc comme ça, de le savoir directement au niveau de la direction d'entreprise, voire même au niveau de desks qui font du marché et qui vont pouvoir spéculer sur les décalages d'informations. Réactivité aussi, avec l'idée que les robots des années 80, il fallait des semaines pour les programmer pour qu'ils fassent une seule tâche. Les systèmes aujourd'hui qui sont mis sur le marché, ils sont reprogrammables en quelques heures. On passe quasi directement de la chaîne de CAO à la fabrication, avec des volontés de faire des chaînes courtes. Donc j'ai plus besoin de fabriquer 10 000 unités pour être rentable, j'en fabrique 500, 1000, etc. Parce que je n'ai pas eu besoin de 5 ingénieurs qui transforment le design de l'objet en conception pour les machines. Je vais avoir des connexions directes entre ces systèmes-là. Je vais sortir directement mes prototypes sur les chaînes de production en zappant des phases intermédiaires, avec du suivi temps réel. Et puis, tout ce qui n'est pas finalement de la valeur ajoutée de l'entreprise, je le sous-traite. Alors, évidemment, les équipementiers sont ravis de ça. Le plus frappant, c'est le slogan de chez General Electric, c'est « The Internet of Industrial Things », une sorte de pire de Internet of Things et de la sécurité industrielle. Mais en tout cas, ce qui arrive, c'est la fin de la séparation entre le SI d'entreprise et le SI industriel, et voire même la fin de séparation entre ce qui est à l'intérieur de mon entreprise et ce qui est avec mes partenaires. Je multiplie les partenaires, ils vont dans tous les sens. Je vais peut-être faire appel à un studio de design pour sortir directement une CAO qui va sortir sur mes robots sur la chaîne d'entreprise.
Je capte le moindre incident de production au niveau de la pièce, je fais des tableaux de bord à tous les niveaux de l'entreprise, et évidemment, le tout est connecté sur ces merveilles que sont les ERP, donc SAP, Oracle, etc. Et on va avoir aussi des optimisations de tout ce qui est stock, tout ce qui est présentation d'IHM et ainsi de suite, doit pouvoir changer très très rapidement. Alors évidemment, tout ça, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on voudrait en termes de sécurité. On voudrait des choses stables, des choses qui soient segmentées, qui soient séparées, pouvoir gérer les accès de façon individuelle et traçable. Et évidemment, la sécurité informatique, c'est une fonction qui vient en support. L'objectif de l'entreprise, c'est quand même de produire plus, de produire mieux. Et donc, forcément, c'est plutôt cette vision qui va prédominer. Et de toute façon, elle arrive déjà. Et puis, elle est beaucoup plus séduisante que la vision on va faire moins avec plus d'argent. Il faut être honnête, hein. L'objectif d'une entreprise, c'est quand même de gagner de l'argent. Ou, si ce n'est pas une entreprise commerciale, au moins de fonctionner à un coût acceptable. La conséquence aussi, c'est que alors qu'on est en train de faire de la défense périmétrique dans le monde industriel, on leur dit, regardez, vous allez faire des zones, des DMZ, etc., eh bien, on l'érode avec les nouveaux produits, avec la nouvelle vision de l'entreprise. Et donc, tous ces accès qui sont transversaux, qui vont dans tous les sens, ça va à l'encontre d'une vision de séparation. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir gérer ça ? Ce n'est pas évident. Il y a sans doute l'idée qu'on va pouvoir faire des zones autour d'un bloc homogène, donc des périmètres qui soient des zones distinctes au sein d'une même installation industrielle, qu'il va falloir que la sécurité des extrémités soit bien meilleure. Aujourd'hui, la sécurité des PLC elle s'est améliorée significativement par rapport à celle il y a 5 ans. Typiquement, on pouvait scanner un PLC avec un Nmap, le cracher, et même le reboot et le reset hardware ne suffisaient pas, on a dû le renvoyer chez le fabricant. Ça ne nous est plus arrivé depuis. Donc il y a quand même une amélioration. Par contre, on constate quand même que les options de sécurité sur les PLC sont plutôt faibles, qu'elles nécessitent un paramétrage manuel qui ne monte pas en échelle. Quand vous avez 5 PLC, ça va bien. Quand vous en avez 5000, ça ne marche plus parce qu'il faut aller le gérer à la main. Qu'il n'y a pas de possibilité de faire une GPO de PLC, par exemple. Un système qui déploierait des politiques de sécurité sur des PLC, aujourd'hui, on n'en connaît pas. Autre problème, de toute façon, c'est que même si on déploie des nouvelles générations d'équipements qui supportent des options de sécurité flexibles, efficaces et gérables, eh bien, on va toujours avoir des anciennes générations d'équipements qui sont là pour plusieurs décennies. Et ce panachage n'est pas évident. La protection des flux, eh bien, aujourd'hui, protection des flux, ça veut dire IPsec ou SSL. Et IPsec et SSL à configurer pour des systèmes qui font de la machine-to-machine en entreprise avec des durées de vie de plusieurs décennies, eh bien, ça pose pas mal de problèmes. Et de toute façon, déjà qu'on a du mal à gérer les clés cryptographiques sur un SI d'entreprise, sur des SI industriels où il y a généralement moins de staff pour gérer l'informatique, c'est encore plus problématique. Alors juste rapidement, on a un cadre légal français qui est assez représentatif et assez intéressant, et surtout de l'évolution de la perception. Parce qu'en parallèle de ces évolutions techniques, on a d'abord une prise de conscience qui est réelle. Jusqu'à 2001, on n'en considérait pas vraiment la sécurité informatique des systèmes industriels, à part dans les domaines vraiment critiques, donc aérien, ferroviaire, etc., nucléaire. Et puis, 2001, on a eu AZF, on a eu le 11 septembre, on a créé en France la zone d'importance vitale qui était purement physique. Mais en parallèle, il y a une réflexion, il y a eu des textes en 2003, des choses comme ça, sur les aspects informatiques, en se disant, oui, mais on a une protection purement physique. Je sais protéger contre quelqu'un qui rentre dans mon périmètre de système vital, mais si cette personne se connecte par un modem ou par Internet, eh bien, il y a des problèmes. Alors, ce n'était pas seulement sur l'industriel, il y a une évolution étatique là-dessus. Pour rappel, la création de l'ANSSI, c'était juste il y a 7 ans. Donc c'est quand même très très frais. Et 2013 pour avoir la première politique de sécurité, de cybersécurité. Donc, en 2001, avec les points d'importance vitale, on a créé les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Ils sont 218 ou 219, suivant à qui on demande. De toute façon, la liste est classifiée de défense. Ils sont désignés par un ministre, par un secteur. Ils ont alors, il y a un vocabulaire en IV. Ils sont dans les secteurs d'activité d'importance vitale. Il y en a 12. Ils opèrent des zones d'importance vitale qui sont sur des points d'importance vitale. Et est arrivé, avec la loi de programmation militaire de 2013, la notion de système d'information d'importance vitale, qui n'est pas forcément dans une zone d'importance vitale. C'est pas mal le bazar.
Ah oui, chose assez intéressante aussi, au stade actuel, les OIV doivent dire voilà ce que j'estime être le système d'information d'importance vitale au sein de ce que j'opère. Et l'ANSSI commente. Bon, les commentaires de l'ANSSI doivent être pris en compte. Mais aujourd'hui, la plupart n'ont pas encore eu le retour, mais il y a un aspect autodéclaratif aujourd'hui sur ce que c'est qu'un SIIV. Oui, c'est ce que je vais dire. Le premier problème, c'est que vu que personne ne sait ce qu'est un SIIV, c'est pas facile En fait, il y a des cas où c'est facile. Il y a des cas où je suis opérateur d'un système d'importance vitale où la partie qui est d'importance vitale est évidente. Il y a des cas où c'est compliqué. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des cas où découper ce SIIV du reste de l'informatique de l'entreprise, c'est vraiment compliqué. Et chez ceux qu'on connaît, un des chantiers majeurs, c'est de délimiter la zone de système d'information qui opère des processus d'importance vitale du reste du système d'information, de manière à éviter une espèce de contamination, un peu comme on voit avec PCI-DSS en fait. Ah oui, les informations cartes passent partout. Ouh là là, il va falloir tout protéger en PCI-DSS, on réduit le périmètre. Ouais. Ben là, on fait pareil. Tu as aussi des contraintes supplémentaires qui sont que, alors de mémoire, un poste ne doit pas être connecté à Internet pour administrer, il doit pas être connecté à un deuxième réseau, etc. Qui font que, de base, effectivement, je suppose en tout cas, les OIV tendent à réduire ce scope-là parce que non seulement ils doivent définir ce qu'est leur SIV, en plus ils voient et les investissements matériels et les investissements humains, et sachant qu'il n'y a pas une directive qui dit un SIV c'est ça, bah, les gens traînent un peu de la patte tant que quelqu'un oui, alors, ne dira pas bon ça suffit maintenant, allons-y. Bah, le juge, au final, c'est l'ANSSI, parce que l'ANSSI n'a pas le pouvoir de redéfinir le SIV, mais ils ont le pouvoir d'émettre des commentaires que les OIV ont obligation de prendre en compte. Donc, bon, au final, c'est un arbitrage qui va se faire par l'ANSSI. Oui, il y a le problème, en fait. Ce qui est imposé aux OIV, c'est une politique de sécurité qu'ils ne contrôlent pas et qui est très supérieure à ce qu'ils faisaient jusqu'à présent pour la plupart. Donc, évidemment, ils veulent l'appliquer sur le plus petit espace possible. Donc les SAIV ont été définis en 2006. En 2008, on a une IGI 6600 qui parle de la gestion du terrorisme et qui inclut le terrorisme par voie informatique. Finalement, c'est en 18 décembre 2013, donc la loi de programmation militaire 2014, qui détaille un petit peu ça. On attendait un décret d'application. Le décret d'application est finalement sorti en mars 2015. Et quand les OIV se sont retournés soit vers l'ANSSI, soit vers leur tutelle ministérielle, ce qui leur a été donné comme référence, c'est le guide de la cybersécurité des systèmes industriels de l'ANSSI, qui est pas mal fichu, mais qui ne parle pas d'OIV. On a, tout début d'année, je dis une bêtise, c'est 2016 là. Donc en tout début d'année, on a des nouveaux référentiels qui sont sortis, et en particulier donc, les référentiels de prestataires de traitement d'incidents et de détection d'incidents, et une extension du PASI, donc les prestataires d'audit, pour traiter le cadre industriel. En fait, dans le décret est apparu le fait que la mise en œuvre de tout ce cadre législatif allait devoir attendre des arrêtés, et que ces arrêtés allaient être scindés par secteur d'activité. Et la sortie de ces arrêtés, elle était annoncée imminente en fin d'année 2015, et donc on attend début d'année 2016 probablement de voir sortir ces arrêtés. Ce qui sera intéressant en termes de calendrier, c'est que les arrêtés définiront le cadencement auquel les OIV devront mettre en œuvre un certain niveau de sécurité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même qu'on est parti d'une vision purement terroriste. Ensuite, on s'est dit, ah mais oui, mais en fait, sur l'aspect vital, j'ai besoin que ces processus continuent à fonctionner pour que mon pays soit capable de tourner en état de crise, a été pris en compte. On a plusieurs itérations, enfin les arrêtés n'étant pas encore sortis, on ne sait pas quel est le degré de force avec laquelle les OIV vont se faire tordre les bras pour dépenser beaucoup d'argent en sécurité, mais il y a une prise en compte par l'État de ce risque, et une prise en compte à très grande vitesse. On voit les choses sont sorties très rapidement, sans être toutes coordonnées, les textes étaient par accord, les PASI ont été inventés pour le RGS, on les raccorde, on les retire pour les utiliser dans le cadre LPM. Il y a une volonté générale de durcir le cadre, et dans l'urgence. Alors, de toute façon, c'est quelque chose qui se durcit. On le voit aussi dans le monde informatique général. Les sociétés cotées, de plus en plus, doivent déclarer leurs risques informatiques. Et chose qui est apparue aussi, c'est les risques informatiques qui doivent figurer dans les assurances. Et quand vous assurez maintenant une installation industrielle,
eh bien, vous allez devoir assurer contre les risques informatiques. Et les assureurs, leur culture, c'est d'assurer un risque qui soit acceptable, c'est-à-dire le plus bas possible. Et donc, les assureurs eux-mêmes commencent à travailler sur quel est le niveau de sécurité qu'on va vous demander pour pouvoir assurer votre installation. Donc, de façon générale, quel que soit le cadre, vous n'êtes pas opérateur d'infrastructure vitale, vous commencez à voir arriver ce besoin de faire de la sécurité informatique qui n'était pas du tout demandé avant. C'est quelque chose qui, dans la plupart des cas, n'existait pas. Problème, évidemment, c'est que c'est différent. Alors, il y a des cadres nationaux. Typiquement, le cadre LPM, c'est purement national, purement français. Il n'y a pas de cadre européen aujourd'hui. Et il n'y avait évidemment pas de cadre supranational en la matière. Et puis, les assureurs, aujourd'hui, ils sont en train de travailler et ils ne sont pas encore coordonnés sur ce qu'ils vont demander aux gens qui vont assurer. Donc, il y a un vrai problème pour les industriels, c'est de savoir comment inscrire un plan de sécurisation de leur système alors que les différentes personnes qui leur demandent de faire de la sécurité ne sont pas forcément raccords. Alors, dans pas mal de cas, ce n'est pas grave, parce que beaucoup de systèmes sont tellement peu sécurisés que commencer à faire de la sécurité, quelle que soit la destination, sera un progrès. Il me reste combien de temps ? 10, parfait. Donc, ce que l'on constate aussi, c'est que la taille de l'organisation est importante. Plus on est gros, plus on est capable de sortir des budgets pour pouvoir les dépenser pour faire de la sécurité. Là aussi, si vous avez une équipe d'automaticiens qui est constituée de 2 personnes et d'un informaticien qui s'occupe du réseau, eh bien faire de la sécurité en plus de leur travail où souvent ils sont occupés à plein temps, ça va être très compliqué. Par contre, quand vous êtes gros, vous avez des systèmes plus complexes, vous avez plus d'interco, vous avez des systèmes plus étendus. Si votre secteur d'activité est considéré comme critique depuis longtemps, eh bien, vous avez vraisemblablement déjà dû faire de la sécurité informatique. Si votre secteur d'activité ne l'est pas, eh bien, vous découvrez maintenant. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce que, par exemple, on peut considérer que la production d'électricité, c'est quelque chose sur lequel on a estimé depuis très longtemps que c'était critique. On a fait de la sécurité au niveau du contrôle, etc. Mais par contre, les compteurs électriques, on commence à parler de smart grid, etc. Mais c'est qu'à partir du moment où on a parlé de ce genre de choses qu'on s'est mis à faire de la sécurité. La sécurité du compteur électrique, encore aujourd'hui en place, c'est quelque chose qui n'est pas terrible. Donc même au sein des secteurs d'activité, il faut voir vraiment de façon discrète chacun des éléments. L'ancienneté des installations, si vous avez des installations qui remontent à la Seconde Guerre mondiale, il est probable que vous ayez des systèmes plus anciens que sur des installations qui ont été faites dans les années 2000. Et on en rencontre. Et puis le problème de l'étendue géographique est vraiment très très embêtant en termes de sécurisation parce que souvent vous ne contrôlez pas la sécurité physique. Les fameux shelters que j'évoquais tout à l'heure sont un problème. Il y a une dichotomie. Alors aujourd'hui, les équipementiers se sont mis à faire de la sécurité. Ils ont bien compris que c'était important. Ils proposent des gammes qui sont toutes raccords, c'est-à-dire que vous achetez en même temps les logiciels, les différents éléments, les PLC, et dans les versions récentes, ils sont tous capables de faire de la sécurité. Plus ou moins bonne, mais en fait, ça ne reflète pas la réalité des déploiements dans la plupart des cas où on a des systèmes hétérogènes de plusieurs équipementiers, de plusieurs générations d'équipements, et au final, on se retrouve avec le moins 10 ans commun. Souvent, c'est du Modbus qui ne contient aucune sécurité. Les options par défaut sont gardées partout parce que là aussi, l'installateur d'une installation industrielle, eh bien, il fait resetter son installation en constatant que ça marche. Et aujourd'hui, dans une recette d'une installation industrielle, c'est très très rare d'avoir un test de sécurité. Et donc, évidemment, pour que ça marche, le mieux, c'est encore que les mots de passe soient par défaut. Parce que c'est ceux qui sont documentés dans la doc de l'équipement. Et aujourd'hui, c'est ce que l'on trouve partout. Alors, il y a quand même un bonus, il y a beaucoup d'équipements du monde industriel dans lesquels les mots de passe ne peuvent pas être changés. Le mot de passe par défaut dans la base SQL Siemens qui a été exploité pour Stuxnet en 2010, enfin en 2009-2010, c'est toujours le même aujourd'hui. Parce que si vous le changez, les logiciels qui sont basés dessus ne marchent plus. La priorité, c'est la disponibilité. Alors, le déni de service, c'est vraiment quelque chose, bon, on le craint dans le monde informatique classique, mais dans le monde industriel, on le craint encore plus. Alors, typiquement, si vous faites de la sécurisation des flux ou de l'authentification d'équipements, eh bien, vous faites de l'authentification avec des certificats. La durée de vie des certificats, les opérateurs cloud nous ont tous démontré que même les meilleurs arrivaient à se tirer dans les pieds avec ce genre de choses. Je vous laisse imaginer sur une installation où il y a une personne qui doit s'en occuper partout. Donc là aussi, on tombe sur les valeurs par défaut, c'est-à-dire l'authentification désactivée. Ou une authentification tellement tolérante que n'importe quel certificat valide, enfin signé, est accepté sans aucune vérification du contenu. Alors, par où commencer? J'ai 5 minutes pour vous dire par où faire de la sécurité. La segmentation, faire des zones, alors commencer au plus vaste et descendre en séparant.
Aujourd'hui, dans beaucoup de cas, il faut commencer au moins séparer le SI industriel du reste, les resegmenter, contrôler les flux à chacun, et ensuite essayer de descendre le plus de segmentation nécessaire entre les types d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une notion qui est apparue dans l'ISA 99, qui est devenue l'IEC 62443, enfin ISO IEC 62443, qui n'est pas encore une norme terminée, mais cette idée qu'on cesse de raisonner simplement en couches, mais qu'on travaille en zones et en conduit entre les zones. Les accès au système, alors ça c'est aujourd'hui c'est une vaste blague. Ça c'est une salle, c'est une jolie salle, c'est l'haut de gamme de la salle de contrôle industriel. Ce qui est intéressant, c'est que généralement derrière vous avez 3, 4, 5, 6 PC qui sont sous Windows, avec des gens qui vont venir par séquence de 3 heures, 4 heures, et puis 8 heures, enfin peu importe. Ils vont s'authentifier au lancement. Enfin, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'authentification, c'est réglé. Et puis, ça va tourner derrière. Sauf que dans les applications, il y a peu ou pas d'authentification. Donc, la seule authentification, c'est l'authent de système. Ça veut dire que la personne devrait s'authentifier sur 5 ou 6 machines Windows. Vous imaginez que ce n'est pas très pratique. En plus, la priorité, c'est quand même qu'on voit toujours ce qui se passe dans le process industriel et des fois qu'il y a un accident en cours. Donc, s'il faut se reloguer parce que Windows est loqué, ce n'est pas acceptable non plus. Alors, ce n'est pas faire l'authentification. Le problème, c'est que c'est les mêmes users système sous Windows qui sont accessibles depuis le réseau. Donc évidemment, le mot de passe admin ou le nom de l'entreprise ou des choses équivalentes qui sont accessibles en RPC Windows, c'est partout. Alors le besoin qu'il y aurait, ce serait quelque chose de simple où je puisse me présenter devant mon système, m'authentifier et puis j'ouvre 5 sessions sur 5 ou 12 machines. Moi j'en ai vu un récemment, il y avait 12 PC. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de solution à ça. Donc il y a une opportunité si quelqu'un veut lancer une boîte. Mais on ne sait pas le faire. Et ceux qui le mettent en œuvre font des développements custom. Là aussi, sur ce qui est réparti, on est obligé de faire des architectures, soit de tolérer d'avoir des accès à des éléments de réseau depuis l'extérieur qui soient dangereux, soit de faire des choses, mais les produits qu'on trouve aujourd'hui pour faire de la séparation rigoureuse sur ce genre de choses, c'est des produits qui viennent du monde gouvernemental, du multi-level security, donc typiquement des diodes, des relais coupants, etc. Et ils ne sont pas vraiment adaptés au cadre industriel où on voudrait faire des choses un peu plus fines. Alors les éditeurs de firewall commencent à développer des extensions pour les firewalls qui connaissent les protocoles industriels qui permettent de laisser passer un certain type d'ordre et pas d'autres. On n'en est qu'au début. Le cloisonnement horizontal, alors là aujourd'hui c'est quelque chose qui est quasiment pas fait. Typiquement l'exemple que je donnais tout à l'heure des 13 usines contaminées parce qu'il y en a une qui a été contaminée. Quand il y a une séparation SI industriel, SI d'entreprise, eh bien, souvent tous les éléments du SI industriel sont connectés. Politique de mot de passe, quoi dire ? Il y a des choses sur lesquelles on pourrait appliquer des politiques de mot de passe, c'est tous les éléments qui sont devenus des éléments ordinaires, les switches, les routeurs, les firewalls, etc. Ce n'est pas forcément fait. Là où il y a un énorme problème, c'est l'authentification sur les applications. Aujourd'hui, le standard d'authentification sur une application industrielle, ce n'est pas d'authentification. Quand il y a des passages de privilèges, c'est du login mot de passe. Avec tous les problèmes de gestion de login mot de passe qui font que les logins mot de passe sont triviaux, parce que ce dont on a besoin, c'est qu'ils ne soient pas perdus. Et on n'a pas besoin, enfin, imaginez une usine dans laquelle quelqu'un prend son service, a perdu son mot de passe à 2 h du matin, qui doit appeler une hotline pour faire resetter un mot de passe, et pendant ce temps-là, personne ne voit ce qui se passe dans le système industriel, ce n'est pas acceptable. Donc aujourd'hui, on a des politiques de mot de passe très faibles, parce qu'il y a un vrai besoin métier. Et là aussi, il y a sans doute la place pour faire des choses plus intelligentes, des choses qui soient basées, je ne sais pas, sur des cartes d'identification, des choses comme ça, en tout cas plus malines que ce qu'on a fait dans le monde bureautique où finalement, dans le monde industriel, la personne qui est devant une console, au moins les consoles de contrôle, on le sait, on sait qui c'est. Elle a eu un contrôle d'accès physique à l'installation, à la pièce et ainsi de suite. Donc on a juste besoin de s'assurer qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse quelque chose en son nom pendant qu'elle est partie aux toilettes, quoi. Les accès distants, alors, ça devrait plus être à dire en 2016. Shodan prouve le contraire. Donc, interdire impérativement tout ce qui est système de bas niveau industriel connecté sur Internet. Il devrait être tunnelé, il devrait être protégé, firewallé, etc. Il y a un bonus pour un cas qu'on a vu, c'est des firewalls mal configurés. Donc, vous mettez des points multiples, vous mettez des box ADSL, vous mettez des pare-feux derrière avec un VPN, sauf que le trafic entrant du VPN, il rentre bien, mais il n'y a pas de règle qui empêche le trafic de rentrer à côté ou de sortir à côté du VPN. Donc toute la voie remontante passait à côté du VPN.
Il y a tout un tas de problèmes de gestion des utilisateurs, et en particulier de gestion des utilisateurs qui ne sont pas des gens de l'entreprise, qui sont là pour une intervention ponctuelle. Les systèmes d'authentification lourds, classiques, ne marchent pas pour ce cadre-là. La captation, aujourd'hui, on va vouloir faire de la captation d'événements, en particulier sur les SIV. La captation d'événements sur les protocoles industriels, ce n'est pas au point. Pourtant, il y aurait des opportunités, parce que s'il y a bien un avantage à faire de la sonde sur du milieu industriel, c'est qu'il y a moins de variété de trafic. Sur le réseau industriel, on ne devrait pas avoir des gens qui surfent sur Internet, qui téléchargent de la pornographie, qui installent des applications, qui jouent à des jeux vidéo. Ça ne devrait pas exister. Le problème des certificats, aujourd'hui, tout ce qui est protocole cryptographique, c'est basé sur de l'authentification par certificat. Et l'authentification par certificat, dans sa forme actuelle, ce n'est pas le format X509, hein, c'est la gestion de l'expiration, déploiement des clés, etc. Eh bien, ça ne marche pas aujourd'hui. Donc, si on avait un Lex Encrypt industriel avec des durées de vie très longues, on aurait probablement un grand pas en avant. Tu n'obliges pas à rebooter ton fourneau tous les 3 mois? Par exemple, oui, parce que mon installation industrielle, évidemment, mise à jour, etc., je le fais 2 fois par an. Quand j'ai 1 à 2 fois par an, quand j'ai une interruption de fonctionnement planifiée. Bon, et puis, alors aujourd'hui, on voit pas mal de supervision délocalisée. Dans le cloud ou sur des installations, il y a beaucoup de supervision industrielle qui est délocalisée en Inde. On a un exemple avec Telvent, ils ont été rachetés par Schneider Electric, qui en 2012 se sont fait compromettre les authentifiants d'accès au système client. Ça veut dire que si vous avez, je ne sais pas si vous êtes Rolls-Royce, que vous contrôlez des systèmes de turbines à gaz qui sont dans un tiers des usines dans le monde, ils ont 2 ou 3 centres. La compromission d'un de ces centres, c'est catastrophique pour l'économie mondiale. Sécurisation des machines, les extrémités. Les automates, aujourd'hui, ça reste problématique. Les systèmes informatiques classiques, on devrait pouvoir le faire. Il y a les problèmes d'authentification. Les appareils réseau de sécurité, ça devrait être fait, c'est en train d'être fait. Problème important, il y a très peu de documentation correcte sur la sécurisation des automates. Donc même quand les options sont disponibles, aujourd'hui, ce n'est pas encore rentré dans la culture. Et en plus, les documentations sont rarement en ligne. On utilise des OS classiques, on utilise maintenant du Windows partout. On a besoin des mises à jour, notre fameux deuxième mardi du mois. On ne le fait pas. Alors on ne le fait pas d'abord parce qu'on ne veut pas pouvoir risquer d'interrompre la production. Et on ne le fait pas en plus parce que les intégrateurs vont faire sauter ma garantie, parce qu'ils m'ont garanti que leur logiciel fonctionnait sur une conf particulière avec un service pack précis. Yep. Donc, et des fois, oui, alors c'est pas mal, effectivement, c'était là. C'est là. Effectivement, de plus en plus des produits, y compris des produits qu'ils toléraient avant de faire des mises à jour par des transferts par disque, nécessitent un accès aux interfaces Internet des éditeurs. Et donc de plus en plus, alors ce n'est pas le cas de Windows où on peut faire des choses avec WSUS, mais il y a beaucoup d'antivirus, de systèmes d'empreintes, etc., qui ne marchent plus hors ligne, où il faut faire des montages réseau très compliqués. Alors ça, c'est un vrai problème. Et évidemment, mettre son SI industriel sur Internet pendant le temps des mises à jour, c'est augmenter le risque. Valider les non-régressions, c'est un problème. D'abord parce que les équipements industriels coûtant cher, le spare coûte cher. Souvent, les tests sont faits parce qu'il y a des équipements en spare pour servir de pièces de remplacement, mais si vous venez 5 ou 10 ans plus tard, il n'y a plus rien dans le remplacement. Et il y a pas toutes les il y a des entreprises qui le font, mais pas toutes les entreprises sont capables de garder un équipement de chaque type de ce qu'ils ont testé, et aucune n'est capable d'avoir une maquette complète de l'usine, ou de toutes les usines. C'est irréaliste. Là aussi, il y aurait une place pour de la simulation, pour être capable de valider sur des environnements simulés. Ce n'est pas quelque chose de généralisé aujourd'hui. On trouve beaucoup de techno mortes, donc XP 2003 en particulier. Et là aussi, les éditeurs ne veulent pas toujours faire le support. Stratégie de sécurisation, chose très très importante quand même. Dans les stratégies de sécurisation, et plus encore que dans le monde de SI classique, il y a à demander aux éditeurs de prototyper. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui viennent dans le monde industriel, qui viennent du monde du SI d'entreprise classique et qui n'ont pas forcément l'expérience des particularismes d'une installation. Donc le prototypage est vraiment très très important. Et sinon, les mesures de base, au moins, sont par où commencer. Donc conclusion, le risque est élevé, surprise pour tout le monde. Il y a une forte réalisation des pouvoirs publics et des acteurs économiques. Le problème, c'est de savoir si on va réussir à rattraper par le gain en sécurité l'augmentation de l'exposition et l'augmentation des risques qu'on introduit. Bon, il n'y a pas de solution. Alors le vrai problème, c'est qu'évidemment,
les éditeurs, comme partout, promeuvent des solutions magiques. Déployer mon boîtier, mon filtrage, mon système multiniveau et ainsi de suite. Évidemment, ça ne marche que ponctuellement et ça peut aider, mais il n'y a rien d'universel. Et de toute façon, aujourd'hui, l'hygiène de base est rarement faite. Donc s'il y a un truc par lequel commencer, c'est vraiment l'hygiène de base. Et trouver des façons de contrôler les choses. Il n'y a pas vraiment de raison de considérer que la sécurité est... Enfin, la sécurité, certains considèrent qu'elle est un échec. La sécurité industrielle, aujourd'hui, est dans une situation qui est mauvaise, mais il n'y a pas de raison de considérer qu'elle sera un échec à terme. Il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a beaucoup de choses à faire parce que ce sont des environnements qui sont plus compréhensibles, plus abordables que les environnements bureautiques parce qu'il y a moins d'humains et il y a de moins en moins d'humains sur les SI industriels. Et l'imprévisibilité de l'humain, c'est quand même quelque chose une forte complication en termes de sécurité. Mais le problème, c'est de ne pas raisonner en patch à patch. On m'a fait un test d'intrusion, je corrige uniquement ce qui a été trouvé, mais d'avoir un raisonnement. Et dernier point donc, sur nos amis OIV, les mesures de la LPM devraient se mettre en place en 2016, si on en croit l'ANSSI. Ça s'est mieux passé que ce qui était craint initialement parce que les textes initiaux étaient très prescripteurs et laissaient très peu de place à la discussion. Et on voit qu'il y a eu des ateliers qui amènent à des arrêtés qui ont été plus souples que ce qui a été craint par pas mal d'acteurs. Et on va voir ce que donnent ces arrêtés. Il y a des grosses inconnues aujourd'hui. Quel va être le calendrier pour se mettre en conformité? Quels sont les produits qui seront acceptables pour un OIV? Est-ce qu'un OIV va devoir bazarder tous ses firewalls parce que non, Palo Alto, c'est pas acceptable, ou je ne sais pas. Jusqu'où va s'étendre le classifié de défense? Est-ce que dans une organisation qui n'a jamais fait du confidentiel défense, il va falloir gérer tout votre réseau et céder? Ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très inquiétant pour pas mal d'OIV. Et puis, surtout pour les petits, est-ce qu'ils vont être capables de supporter le coup sans que ça plombe complètement leur activité? Donc ça, c'est des questions qui aujourd'hui sont concrètes et à court terme et qui n'ont pas encore de réponse.